Bonjour, je suis Annabelle Ténès, je suis la directrice d'abattoir Musée Frac Occitanie Toulouse et je vous accueille aujourd'hui dans l'exposition La Dame à la licorne, médiévale et si contemporaine. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Emmanuel Luciani du collectif Software Studio avec qui nous allons échanger sur l'œuvre qui a été créée pour cette exposition. Emmanuel, bonjour. Bonjour Annabelle. Merci d'être parmi nous et puis je pense que vous qui nous regardez, vous devez vous dire mais où sont-elles assises? Alors peut-être avant qu'on se dise où sont-elles assises déjà, Collectif Software, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vrai que quand on a répondu à ton invitation, justement, on va aller sur le fait de qu'est-ce que c'est que de bosser en collectif. Depuis le début du 19e siècle, on a vraiment une vision de l'artiste isolé, artiste génie individuel. Et si on met en parallèle avec la belle dame à la licorne, on sait que pendant plusieurs siècles, les artisans et les artistes étaient confondus. Et en fait, nous, on a voulu se regrouper à plusieurs artistes pour faire des sortes d'opéras ou de polyphonies dans lesquelles on est plusieurs autour d'une œuvre totale. Et donc le collectif Software Studio, d'une certaine manière, il se décline de plusieurs artistes. C'est ça, c'est comme une équipe de foot à hauteur variable ou à nombre variable. Alors ici, là, on est 4, mais on a déjà été plus nombreux ou parfois seulement 2. Voilà. Et donc on va faire le tour tout à l'heure pour voir l'ensemble des artistes. Et donc lorsque, en effet, je vous ai invité à intervenir dans cette exposition Dame et licorne médiévale et si contemporaine, en fait la question qu'on se posait c'est quel serait l'équivalent aujourd'hui des développements autour du Moyen-Âge, et on a beaucoup parlé en effet, comme tu disais, de deux choses très différentes qui sont à la fois le répertoire de formes, je dirais même de 3 choses. L'idée que le Moyen-Âge, loin des clichés, c'est une période très émancipatrice, et on voit que c'est une source c'est une ressource très importante actuellement pour les artistes, et bien sûr aussi que c'est un travail collectif, comme tu disais, un travail où l'artiste et l'artisanat ne sont plus opposés. Et donc là, d'une certaine manière, c'est aussi le mélange artiste-artisan ici. Oui, tu as raison. Et surtout le non-mélange artiste, enfin quand j'ai le non, la non-frontière entre les deux. Exactement. Et je pense que justement on voit par exemple dans ce que tu dis, on se rend compte que le sens du labeur, quand on regarde une tapisserie au Moyen-Âge, la valeur, donc la tapisserie est l'œuvre qui a le plus de valeur parce que le labeur est visible en fait. Et c'est vrai que chez nous il y a aussi ce truc-là d'artisanat où voilà, on fait un gros monument, il est là, il est lourd, il est compliqué à faire. Et du coup, on est obligé d'être plusieurs. Et souvent, c'est justement Jean-Marie Apriou, qui est aussi dans l'exposition, qui nous dit que la sculpture, c'est un sport collectif. Et c'est un peu ça. Et du coup, en effet, cette sculpture, c'est ce lien au collectif. Et on a voulu faire un monument. Quand on a discuté justement ensemble de ce que c'était que la Dame à la licorne, on s'est rendu compte que c'était un monument. Un monument, c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Et en fait, on l'a voulu inclusif, c'est-à-dire on peut s'asseoir dedans. Alors, dans un musée, parfois, ça peut être un peu compliqué, mais en général, il est fait pour ça. Et c'est un monument hommage. Donc, il y a aussi une manière de se dire comment on s'inscrit dans l'histoire de l'art. Et en fait, on lui a fait un hommage à cette Dame à la licorne parce qu'elle a été très importante pour nous, visuellement et artistiquement, depuis longtemps. Voilà. C'est vrai que ce qui est très étonnant dans ce projet, avec tous les artistes, c'est de voir combien cette Dame à la licorne, elle est ultra contemporaine. Là, on la voit, on a l'impression qu'elle est d'aujourd'hui, mais comme elle pourrait être de demain. Est-ce que tu peux dire que d'une certaine manière, votre rapport au Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge du futur? Ouais, c'est ça. C'est une bulle temporelle. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est de faire, d'ailleurs on le voit dans tous les éléments décoratifs, par exemple là-haut, en fait on a récupéré visuellement énormément de petits éléments décoratifs de la Dame à la licorne, et en fait on en fait un fantasme. En gros, notre Moyen-Âge, et de toute façon c'est notre rapport au temps, c'est un présent du passé. Et notre présent du passé, c'est d'aller fouiller dans ce monument pour en faire quelque chose de totalement nouveau en fait. Donc c'est un Moyen-Âge retrouvé. En ce sens, on pourrait presque se rapprocher du médiévalisme qui est assez présent. C'est-à-dire au 19e siècle, on se rend compte que beaucoup d'artistes vont retrouver le Moyen-Âge
donc les troubadours, le genre anecdotique, et ça va être un Moyen-Âge totalement fantasmé, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est vrai que chez nous, on va mélanger, par exemple, dans les calandres de voitures, c'est des calandres de voitures Alfa Romeo qui sont mélangés avec une iconographie des blasons du Moyen-Âge. Donc il y a en permanence ces allers-retours entre passé, présent et futur pour créer une uchronie aussi. Oui, ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a un rapport au Moyen-Âge dont on pourrait imaginer que c'est un Moyen-Âge savant, mais c'est aussi un Moyen-Âge très populaire. Ouais. C'est-à-dire que la culture aujourd'hui du Moyen-Âge pour un maximum de personnes, notamment la culture jeune, ça passe par les jeux vidéo, le jeu de rôle, l'heroic fantasy. Exactement. Et avec une sorte d'épopée liée à ça, avec bien sûr des clichés liés à ça. Mais aussi un univers de projection qui est très important. Parce que cette pop culture, finalement, c'est quand on parle de la cathédrale au Moyen-Âge, c'est exactement ça. C'est un moment où en fait, tout le monde rentre à l'intérieur et c'est une BD géante en fait. Et c'est vrai que le rapport à la dark fantasy, l'heroic fantasy et même Tolkien, pour nous, c'est hyper important. C'est une porte d'entrée en fait dans ce Moyen-Âge qui peut être plus savant. Et je pense que dans tout le projet qu'on essaie de construire, c'est que nous on aime autant le Moyen-Âge savant que le Moyen-Âge pop culture en fait. Et justement c'est ce high and low, c'est-à-dire la haute culture et la basse culture qui viennent se frotter à un moment donné pour créer... Ce que tu dis sur le motif de la cathédrale, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on oublie que la cathédrale, nous aujourd'hui, on le regarde pour beaucoup d'un point de vue patrimonial. Ouais. Et en fait, cette cathédrale, elle est aussi un lieu de commande artistique, mais elle est aussi un lieu de réflexion de la société. Elle est un lieu qui est à la fabrique. Donc la fabrique avec les terres, les discussions, c'est une communauté en fait. Et c'est un lieu de rencontre, c'est un stade contemporain en fait. La cathédrale, en fait, et c'est que chez Élie Faure, on entend, voilà, il dit qu'on passe au Moyen-Âge de la cathédrale, c'est-à-dire un monument collectif, à la peinture de chevalet au moment de la Renaissance. Et je trouve que cette image, elle est assez forte pour comprendre le changement de paradigme aussi qui va s'opérer entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Oui, et puis je parlais aussi du Moyen-Âge émancipateur parce que c'est important de se dire que le Moyen-Âge a été beaucoup réutilisé, ouais. Beaucoup réutilisé par des mouvements parfois très traditionnalistes, ouais. Flirtant avec l'extrême droite, alors que ce Moyen-Âge-là, en fait, il appartient à tous et il ne correspond pas du tout au cliché parfois du grand récit qu'on en raconte, mais du récit réinterprété dans un autre biais, on va dire. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait. D'ailleurs, pour nous, au départ, c'était parfois compliqué de parler du Moyen-Âge à cause de tous ces clichés en fait, qui ont été véhiculés beaucoup par des mouvements politiques au XXe siècle. Mais en fait, au XIXe siècle, le Moyen-Âge, c'est absolument pas ça. Et puis justement, en fait, à travers l'exposition, on se rend bien compte on en a beaucoup parlé même dans Précapital, par exemple, une exposition où on parlait des modes de production précapitalistes, d'une société qui est plus horizontale, de plein de choses qui peuvent nous inspirer aujourd'hui, en fait. On verra aussi avec Clovis Maillet, justement, elle avait fait une conférence sur les femmes au Moyen-Âge. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point on peut aller tirer des fils qui cassent les clichés autour de ce Moyen-Âge. Oui, parce qu'il y a le motif, donc évidemment, on voit toujours cette femme au Moyen-Âge dans les romans qui est courtisée, mais en même temps, il y a aussi cette femme qui va être à la tête d'un couvent, cette femme lettrée. Les femmes abbesses, en fait. Les femmes abbesses, les femmes peuvent reprendre et travaillent au sein des échoppes d'artisans. Si le mari décède, c'est elles qui le reprennent, parce qu'en fait, elles reprennent le nom, mais elles sont déjà au travail intégrées dans cette société. Et d'ailleurs, sur l'intégration du travail artistique, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis sur le rapport entre pop culture et artisanat, ouais. Parce que d'une certaine manière, l'art décoratif, ça peut être parfois la culture pop, justement. Ouais. En fait, on l'imagine comme un sous-genre, mais en fait, la séparation, c'est une construction moderne, en fait, la séparation entre les arts décoratifs et cette hiérarchisation. Et c'est vrai que nous, depuis le départ de Southway Studio, on s'est beaucoup intéressé au folk art, à l'art décoratif. Et finalement, notre sujet conceptuel deviendrait les arts décoratifs, puisqu'il vient frotter la haute culture, la basse culture, et que c'est une porte d'entrée à un moment donné dans autre chose, quoi. Et puis c'est aussi une dimension artistique où d'une certaine manière on peut tous avoir un morceau, ouais. Chez soi. Il y a une dimension
C'est très juste ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une vraie dimension, je pense, de lien social dans les arts décoratifs. C'est qu'à un moment donné, c'est l'ornement comme soin en fait. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu fais un monument public c'est un peu ça qu'on va rechercher finalement dans cette idée du Moyen-Âge. Puis la transparence de production en fait. Comment à un moment donné on peut sortir de l'œuvre. Et du coup, lorsque je viens de parler du fait que chaque ornement est construit, est-ce qu'on se fait un petit tour du monument? Alors, il est... en fait, donc, ce premier monument, c'est vraiment le monument qu'on a construit pour ton exposition. Ce monument à la licorne, où on peut s'asseoir dedans, qui est empreint... En fait, c'est vraiment... Un délire d'iconographie à la fois monde végétal. En fait, c'est assez proche même de l'esthétique romane. En fait, qu'est-ce que c'est que l'esthétique romane? Il n'y a pas de norme, il n'y a aucune norme. En fait, la norme revient vraiment avec la Renaissance, en fait, et l'Antiquité retrouvée. Mais en fait, tout le Moyen-Âge roman, c'est vraiment des têtes, parfois anthropomorphes, mélangées avec du bestiaire. Et c'est un petit peu toute l'idée de ce monument. Et ensuite, on monte un petit peu plus haut avec énormément de références à un Moyen-Âge plus tardif, plus chevaleresque, avec des bustes. Ici, par exemple, c'est un buste de chevalier. Mais c'est une femme chevalier, en fait, elle a un cou hyper fin. Du Moyen-Âge et en même temps elle est tunée, il y a énormément de références au tuning parce qu'elle est pleine de flammes tunées. Ensuite on a vraiment fait cette espèce de fantasme de grand blason médiéval mais en tôle en martelé. Et on a énormément de références aussi au monument à la licorne avec par exemple ces drapeaux qui viennent directement du monument. Et toute cette espèce de frise qui devient comme une salle d'armes fantasmée avec les grands étendards de Jenna Kess, qui est une des artistes du collège de Southwest Studio, qui a construit vraiment toute l'iconographie avec des plantes qui viennent aussi de la tapisserie de la Dame à la licorne. Également, on a une partie céramique oui. Qui nous accompagne ici. Qui accompagne aussi. Qu'est-ce que c'est que cette femme? C'est une femme guerrière en fait. C'est une femme guerrière avec écrit. En fait, elle porte un encensoir avec écrit YOLO. Donc, c'est toujours ce truc de haute culture, basse culture. Et YOLO, c'est vraiment un acronyme contemporain qui dit You only live once, en fait. Donc, c'est vraiment ce rapport à la mort. Voilà. Dans toute l'histoire du Moyen-Âge, c'est aussi ça. Hein. C'est un autre paradigme en lien avec la mort. Et on a voulu vraiment faire cette espèce de monument où on peut tourner autour et regarder. C'est vraiment une promenade historique en fait. Et dans le rapport à la mort, on peut citer aussi le relief de Jean-Marie Apriou, qui rappelle un peu l'entrée et la sortie des enfers chez Dante. Exactement, qui est extrêmement important pour lui. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on a positionné aussi cette très belle tête de cheval qu'il a fait, qui est la tête de cheval du roi Arthur Nguyen. Et qui est posée ici dans l'exposition au sein d'une autre scène mythologique liée à la mort, puisque c'est la dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin, dont on ne sait pas s'il est encore vivant ou mort, tenu par ce personnage mythologique oiseau, et qui nous rappelle aussi toute cette histoire que le mythe, il est aussi ce qui nous permet de comprendre la vie. C'est vrai. En fait, quand tu parles du mythe, justement, quand on a fait cette grande installation, finalement, c'est une manière de retrouver un nouveau récit. Un récit qui est parfois fantaisiste, en fait, mais c'est une forme. On a aussi la composition d'un son. Donc, on voulait vraiment imaginer un grand récit, en fait, autour de cette Dame à la licorne. Qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui Oui, et donc on pourrait se dire, pour conclure, à part si tu veux ajouter autre chose, que d'une certaine manière, à chacun aujourd'hui de venir se faire son récit ici aussi. Exactement. Je pense que c'est vraiment ce truc qui nous intéresse, justement, c'est... en fait, on pourrait rentrer dans une analyse assez poussée aussi de ce monument, mais qui est une porte d'entrée qui soit très physique, très sculpturale et assez... En fait, la matérialité crée aussi cette porte d'entrée pour un public varié en fait. On va peut-être s'arrêter sur ces mots-là et dire à chacun de venir visiter ce monument à la licorne en vis-à-vis de la Dame à la licorne ici aux abattoirs, et c'est jusqu'au 16 janvier.
Merci beaucoup Emmanuelle. Merci beaucoup Annabelle et merci à ce magnifique musée.